Estelle, on se retrouve maintenant pour la dernière étape, Mhm. puisqu'on on a vu comment, dans quelle situation tu étais avant ce burn-out. On a vu comment tu es tombé dedans, c'est le terme juste, Mhm. tombé dedans et comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce burn-out. Mais maintenant, on va, si tu veux bien me dire comment, qu'est-ce qui a fait que tu en es sorti, comment tu en es sorti. J'ai d'autres questions, mais on les verra après. Mhm. Oui, très bien. Alors donc pour reprendre la dernière question de la dernière vidéo, quand on se retrouve dans le burn-out, on est dans l'impuissance totale. C'est du moins la première impression qu'on a. On ne peut plus rien faire, on est immobilisé par le burn-out. Donc la question que je me suis posée, ça a été de me dire pourquoi. Alors j'ai eu plusieurs questions ce qui m'ont poussé à écrire un livre. La première, c'est pourquoi moi. Pas dans le sens où c'est pas juste que ça nous tombe dessus, non, c'était pourquoi est-ce que ça m'est tombé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé qui m'a mené là. Donc tout ça, j'en parle dans le livre. Et la deuxième question, ça a été que faire quand on ne peut plus rien faire? Quand on est couché toute la journée, qu'on ne peut plus travailler, qu'on ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça m'a poussé à redécouvrir, déjà, donc j'ai envie de dire, la première chose dont on a parlé dans la dernière vidéo, c'est de trouver un sens à ce qui nous arrive. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on a l'impression que ce qui nous arrive n'a plus de sens ou est en train de détruire notre vie, c'est très difficile à vivre. Mais quand on se dit, ok, il m'arrive quelque chose, ça a un sens, j'ai peut-être pas encore tout compris, mais je vais le comprendre, on n'a déjà plus la même perspective sur ce qui nous arrive. Donc, C'est marrant, j'ai du mal à comprendre que tu étais au fond du trou et qu'en étant au fond du trou, tu te posais la question du sens. Tu avais encore cette conscience pour te poser la question du sens. et je me suis posé ça dès le premier jour. Ça a été ma plus grande question, d'essayer de comprendre quel était le sens de mon burn-out et qu'est-ce que j'avais à en apprendre. Moi, c'est vraiment été une quête dès le départ. Parce que j'ai étudié suffisamment depuis que je suis jeune. J'ai étudié l'Ayurveda, j'ai étudié les sciences de la conscience avec Patrick Drouot. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, donc je sais très bien que mon corps n'a pas fait cela pour me punir. Je savais que ça avait un sens. Ça veut Et dire que tu avais un niveau de conscience. oui, j'avais un niveau de conscience que je n'avais pas pu vivre ces dernières années, parce que justement j'étais vraiment prise dans l'opérationnel, dans le pragmatisme. Okay. Voilà. Et donc ma quête a vraiment été de comprendre pourquoi ça m'était arrivé, qu'est-ce que je pouvais en apprendre, qu'est-ce que je pouvais partager, et à différents niveaux. Mais, ok, donc comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'au bout de 2 ans et un peu plus, t'as émergé? Alors déjà, cette compréhension, ça va, comment dire, ça a été, j'ai émergé. En fait, dès le départ, j'ai eu cette conscience-là. Au bout de 2 ans, c'est pas que j'ai émergé, c'est que j'ai commencé à physiquement aller un tout petit peu mieux, pour différentes raisons. Donc j'avais un petit peu plus d'autonomie, j'étais plus couchée 18 heures par jour ou 15 heures par jour, j'avais un petit peu plus d'autonomie physique. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand tu m'as demandé tout à l'heure à quoi je pensais pendant mon burn-out, j'ai pas arrêté de créer des entreprises dans ma tête, des projets, j'avais 1000 idées, je me disais mais c'est pas vrai, je suis couchée, je suis encore en train de créer des projets, donc mais on ne se refait pas. Il y a un moment où il faut accepter, il faut simplement se dire ok, comment est-ce que maintenant je vais continuer à faire ce que j'aime, créer, sans retomber dans ce même système-là. Et avant d'aller dans cette étape-là, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on va se remettre debout quand on est couché toute la journée? Donc il y a vraiment eu cette reconnexion à l'intelligence de mon corps. Parce que j'avais étudié l'intelligence artificielle et les technologies avant, mais la plus grande intelligence artificielle, c'est notre corps. Parce qu'il Donc est c'est une capable de faire... intelligence naturelle, pas artificielle. Oui, voilà, l'intelligence, tu as raison. L'intelligence naturelle, notre corps opère des millions d'opérations à chaque seconde pour nous maintenir en vie, pour parler, pour transpirer, pour boire, et on ne s'en rend pas compte. Donc il a une vraie intelligence à laquelle je me suis reconnectée parce que je n'avais pas le choix. Et comment tu as fait? Déjà, j'ai essayé, j'ai plongé à l'intérieur de moi-même parce que je ne pouvais plus rien faire d'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais couchée toute la journée, j'ai testé tout plein de choses. C'est-à-dire?
différentes méthodes pour aller mieux, de me mettre de la glace sur la tête. Voilà, tout ça, j'en parle dans mon livre. Le zapper du Dr Clark, j'ai les huiles essentielles, les massages les automassages. Je me suis fait beaucoup d'automassages, notamment dans les dernières années. Et à chaque fois, j'ai senti que mon corps répondait. À chaque fois que je posais une question, les rêves m'ont beaucoup aidé. J'ai eu des réponses dans des rêves, de médicaments, enfin de plantes que je ne connaissais même pas avant d'avoir fait ces rêves-là. Donc mon corps, dès le départ, est venu à mon secours. Et donc, j'ai simplement essayé de l'écouter, de me reconnecter à lui, essayer de lui laisser de la place et de le suivre, puisqu'il est devenu mon guide en fait. Et vraiment essayer de le laisser me montrer et d'apprendre, de dire ok, il est fatigué, bon, bah, aujourd'hui j'arrête, je ne fais rien. Mais en même temps, comment est-ce que je peux transcender cette fatigue et ne plus me dire je suis fatiguée, mais simplement je suis en train de me détendre et je suis en train d'écrire. Alors, donc dans les moments... et après, chaque personne a, j'ai envie de dire, ses propres recettes, des choses qui vont fonctionner. Finalement, tu as fait l'inverse de ce qui provoque le burn-out, parce que ce qui provoque le burn-out, c'est la déconnexion du corps, la découverte, le fait de s'ignorer soi-même, d'ignorer ses besoins. Là, tu t'es reconnecté à ton corps et reconnecté à tes besoins, ouais. C'est ça ? Exactement, voilà. Alors, ce qui provoque le burn-out, c'est la manière à laquelle moi je l'ai interprété et vécu et écrit, c'est l'incohérence. Donc pour moi, la racine du burn-out est dans l'incohérence. L'incohérence qui se crée dans le corps et dans la vie de la personne. Et mon raisonnement a été de me dire, si le burn-out est créé par l'incohérence, alors le contraire est aussi vrai. Parce que le burn-out est un mécanisme. Tu l'as vraiment réfléchi, ça pensée. Ah bah oui, et puis j'ai écrit, dans mon livre, il y a toute une partie là-dessus, j'ai créé un modèle que j'ai appelé le modèle de la fleur de lettres, avec les différents états de cohérence ou d'incohérence dans le corps, qui correspondent aux différents états de burn-out ou de fluidité. Et donc voilà, si le burn-out, si la racine, parce que quand j'ai voulu comprendre ce qui m'avait mené au burn-out, il y avait plein de raisons, dont plein de gens ont déjà parlé, dans des livres, dans des articles, voilà. Mais ça collait pas en fait, c'était pas suffisant. C'était pas parce qu'il y avait des personnes qui avaient ces mêmes raisons et qui n'étaient pas en burn-out et qui allaient super bien. Donc je me disais, il y a autre chose, mais qu'est-ce que c'est ? Et quelles sont les étapes concrètes qui fait que tu es passé de la situation allongée à une situation, quelles sont les étapes qui fait qu'après tu es redevenue une personne debout, vivante, pleinement vivante ? Prendre soin de soi. Donc j'ai beaucoup pris soin de moi, donc je me suis fait accompagner par des médecins. Donc déjà différents médecins, je me suis fait traiter en auriculothérapie, en ostéopathie. J'ai fait quoi ? J'ai pris des plantes, en phytothérapie, en homéopathie. J'ai participé après petit à petit à un séminaire justement sur le décodage biologique pour comprendre comment mon corps fonctionne, et ça m'a permis d'aller encore mieux, de comprendre tout ça. Donc j'ai vraiment petit à petit fait ce travail-là, mais j'ai surtout essayé en fait de revenir au basique et de se dire ok, si mon corps avait voulu m'arrêter pour que je réfléchisse et que je lise, il m'aurait cassé une jambe. Il ne m'a pas cassé une jambe, il m'a bloqué la tête. Donc je ne peux plus lire, je ne peux plus rien faire. Si je ne peux plus lire, c'est-à-dire que les réponses doivent venir de l'intérieur. Et donc j'ai vraiment laissé l'espace, j'ai bloqué toutes les entrées extérieures. J'ai été dans le sens de mon corps en fait. Je ne pouvais plus lire. Donc j'ai pas, de temps en temps, je me rebellais et j'essayais de lire un truc pendant 1 heure, ça se passait mal et j'étais de mauvaise humeur. Mais voilà, j'ai dit non, ok, et pendant que j'ai écrit mon livre, je n'ai rien lu d'autre pendant quasiment 4 ans parce que je ne voulais pas. Est-ce que ça veut dire que tu étais à l'écoute totale de ton corps et non plus à l'écoute de ton mental ? Alors total, c'est peut-être un peu idéaliste, j'aimerais dire que oui, mais je sais que non. J'étais plus à l'écoute de mon corps, mais j'ai un mental qui est très 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 fort et que j'ai du mal à déconnecter. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est l'un de mes principaux problèmes encore aujourd'hui. Voilà, petit à petit, quand on se remet dans Problème ou potentiel. Oui, oui, mais c'est vrai que j'aimerais être encore plus à l'écoute de mon corps. Maintenant, je ne suis pas un animal non plus. Donc j'essaie de faire enfin, j'essaie de trouver un équilibre. T'es sûr que t'es pas un animal ? Un animal qui parle beaucoup, peut-être, mais voilà, donc non, j'aimerais être encore plus à l'écoute de mon corps.
Mais ça marche vraiment par période. Il y a des moments où je suis plus à son écoute, après il y a d'autres moments où je le suis un peu moins. Mais je dois dire que je suis bluffée par l'intelligence de mon corps et par les messages qu'il m'envoie et qu'il nous envoie, parce que je pense que c'est la même chose avec tout le monde. Et plus je l'écoute, et plus j'ai confiance dans ce fait de l'écouter et d'apprendre à le comprendre, justement. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui sont des évidences que notre mental déforme ou ne voit pas ou ne veut pas voir, mais notre corps est d'une simplicité lumineuse. Et donc, tout mon défi a été de recréer ce que j'appelais des actes de cohérence avec ce qui crée de la cohérence en moi. Et ce qui va créer de la cohérence en moi n'est pas forcément ce qui va créer de la cohérence chez toi. Tu vois, donc par exemple, je me mettais de la musique et j'allais danser chez moi, toute seule, enfin voilà. Et je faisais parfois des choses qui, je savais, allaient me fatiguer, mais en même temps, je savais que ça me faisait du bien sur un autre plan. Donc il m'est arrivé d'aller participer à un festival de forró. Donc forró, c'est une danse brésilienne de couple, un peu comme la salsa, alors que je ne tenais pas debout. Mais les quelques heures où j'allais danser, mon corps j'étais couchée toute la journée, je me levais 3 heures, j'allais danser, je me recouchais toute la journée, il me fallait 1 semaine ou 15 jours pour m'en remettre. Mais j'ai fait ça 2 fois, je crois, en 2 ou 3 ans. Ça m'a fatiguée, mais en même temps, ça m'a recréé de la cohérence. Et donc, vraiment travailler avec ce corps, le comprendre, nos sens, se reconnecter à notre liberté, nos libertés intérieures, en fait. Ça a vraiment été tout mon défi. C'est quoi ta définition de la liberté intérieure? C'est tout ce que tu peux faire grâce à ce que tu possèdes et que personne ne peut t'enlever. Ce sont tes libertés inaliénables, donc c'est ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais de tes mains, ce que tu regardes. Tu peux choisir de regarder le joli chat qui est couché ici ou la plante qui est en train de mourir parce qu'il fait trop chaud. Donc c'est ce dont nous avons la maîtrise. Et il y a la liberté. Et nos libertés intérieures, elles sont inaliénables. Donc personne ne peut nous les prendre. On peut nous prendre notre liberté extérieure, mais nos libertés intérieures, nous les aurons toujours, même si demain nous sommes enfermés dans une... Sauf si bien sûr on nous drogue ou... voilà. Mais... Okay. Quelle différence tu fais entre qui tu étais avant, quand tu fonctionnais dans ce système avec les startups, tout ça, et qui tu es maintenant? Alors j'ai envie de dire que il n'y a pas eu peut-être de grande différence entre qui j'étais, parce que j'ai l'impression d'être toujours la même personne, mais qu'auparavant je ne pouvais pas m'épanouir parce que j'étais dans une boîte contenue par beaucoup de choses, tandis que maintenant je suis vraiment... je m'autorise à être moi-même dans mon imperfection et à ne plus vouloir me conformer à cette boîte. Tu t'autorises à être toi-même dans ton imperfection? J'essaye le plus possible. Voilà. Parce que la boîte, c'était quoi? C'était une boîte un peu sociale, avec des règles, pas forcément écrites, mais voilà, si on veut trouver des investisseurs, il faut être comme ça, si on veut être une fille bien, il faut faire comme ça. Est-ce que le regard des autres avait une grosse importance? Le regard des autres, le jugement des autres? Peut-être pas, mais quand on cherche de l'argent pour sa start-up, il faut bien qu'on respecte, qu'on présente quelque chose qui... Mais là, je revenais à toi, là, en dehors du business. Est-ce qu'avant, le regard des autres avait pour toi une grosse importance? Est-ce que ça a changé maintenant? Non, c'est pas déterminant? Peut-être plus, mais peut-être un peu, mais je n'ai pas le sentiment que le regard des autres est forcément quelque chose qui me... Peut-être, je sais pas, peut-être plus des personnes qui me sont proches plutôt que des inconnus. Ouais. Ok. Bien. Donc, toute cette expérience, tu l'as mise dans un livre. Je l'ai mise dans un livre. Qui s'appelle Du burn-out au light-in. Donc le light-in, c'est moi qui l'ai inventé. C'est la reconnexion à sa lumière intérieure et donc c'est témoignage et clé pour une renaissance individuelle et collective.
Sur la couverture, c'est écrit le nom d'auteur, c'est-à-dire Estelle. Estelle Inaudot et le nom de mes préfaciers, Édouard D'accord. et Judith Vandenbogart. D'accord. Donc Édouard est un médecin homéopathe qui travaille beaucoup sur le décodage biologique, décryptage biologique et sur la psychogénéalogie. Et sa femme, Judith, est coach aussi et travaille la psychogénéalogie et la périnatalité. Et avec eux, j'ai fait des choses extraordinaires, donc des séminaires que je trouve extraordinaires qui m'ont beaucoup aidée. Notamment parce que ça rejoignait tout ce que j'avais vécu et tout ce que j'avais commencé à vivre à travers mon light-in, mais à un niveau encore plus profond. Ils m'ont aidé à aller encore plus profond dans cette compréhension du burn-out, dans cette compréhension de mon corps et à me reconnecter à mes envies. Souvent, quand on est en burn-out, on est coupé de ses envies, on est dans ses devoirs, mais on n'est pas dans ses envies. Et quelque part, ces envies, ça a été me reconnecter à mes envies et me les autoriser à les vivre sans culpabilité, sans... à l'opposé du devoir. À l'opposé du devoir. Voilà, donc ça a été très intéressant et ça l'est toujours, d'étudier ça. Et chez quel éditeur? Au Souffle d'Or. Oui, voilà, d'accord, mais on ne l'avait pas précisé. Ah là. oui, d'accord, oui, non, c'est Oui, donc du burn-out au light-in, témoignages et clés pour une renaissance individuelle et collective aux éditions du Souffle d'Or. Et ça sort le 20 septembre. Le 20 septembre. 2022. Ok. Voilà. Donc c'est en vente sur le site du Souffle d'Or et dans les librairies. Dans les librairies. Quand mon site sera prêt, ce sera aussi en vente sur mon site. Voilà, donc librairies. Ok. Est-ce qu'on clôt ici? Alors je réfléchis. Oui, en fait, simplement dire oui. On peut clore en disant que finalement le burn-out c'est un mal pour un bien et que ça peut devenir une aventure très intéressante, avec beaucoup de défis, mais qui fait beaucoup grandir. Cela dit, je ne souhaite pas à tout le monde de passer par ce par quoi je suis passée, donc j'espère que beaucoup de personnes sauront s'arrêter avant, n'auront pas besoin d'aller jusque-là. Alors en Brésil, les Brésiliens ont une expression que j'aime beaucoup, et on peut terminer là-dessus. Ils disent on apprend soit dans l'amour, soit dans la douleur. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens qui entendent cette vidéo ou qui liront peut-être mon livre apprennent dans l'amour et non pas dans la douleur. Voilà, parce que moi j'ai appris dans la douleur, mais je pense qu'il y a une autre voie possible. J'adore. Voilà. On apprend soit dans l'amour, soit dans la douleur. Ok. Voilà. On arrête là, mais je vais peut-être annoncer l'envie que tu as, qu'on fasse une vidéo, parce que là on vient de faire 3 étapes sur le burn-out personnel, et tu as une réflexion sur le burn-out collectif, c'est ça, hein? Voilà, donc on va arrêter là, oui. puis on fera une vidéo sur ce que tu veux dire du burn-out collectif. Parfait. Et personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Bah super, allez. Allez, merci. Merci.